Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous, nos webinaires Inside Private Equity de Our Families Up. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une classe d'actifs, longtemps réservée aux institutionnels, mais qui est devenue incontournable pour les grandes fortunes, c'est le private equity. Heu, Pourquoi maintenant? Parce qu'on est entré dans ce que l'on appelle un monde post-liquidité, c'est-à-dire qu'après, 40 ans de taux, continuellement décroissants, de valorisation mécanique dopée et de cash abondant, nous sommes dans un nouveau, cycle. Les taux redeviennent positifs, la sélection est devenue stratégique, justement pour, les placements que l'on veut faire et la performance, est on ne peut plus la décréter aussi facilement qu'avant. Maintenant, il faut la créer justement avec des stratégies, bien particulières. Donc, oui, le private equity, on le verra avec, nos intervenants, c'est un actif clé des 20 prochaines années par son rendement, par son impact et aussi lorsqu'on pense transmission. Donc, on va juste poser le cadre. Le private equity, c'est du non coté, donc on ne verra pas ça, sur les bourses, internationales, ou européennes. Mais ce sont des entreprises déjà rentables, financées par des fonds, qui en prennent temporairement le contrôle pour les faire croître et avant de les revendre. Donc ce sont des stratégies bien particulières et il faut certainement pas les confondre avec les venture capitals, qui eux sont, on va dire avant les private equity, qui eux investissent dans des startups à fort potentiel, qui sont pas forcément encore rentables, mais dont le risque forcément est beaucoup plus élevé. Pour commencer, nos invités, Édouard Laurent, directeur général adjoint d'Opal Capital, qui est une plateforme de multigestion, du groupe Tikeo Capital, et Alexandre Mironesco, qui est cofondateur, avec, moi-même, de Our Families Up, qui justement accompagne, des familles et des entrepreneurs fortunés dans la structuration et la transmission de leur patrimoine. Donc on va, grosso modo éclairer un tout petit peu et pour entrer, on va l'avoir en 3 parties. On va recontextualiser, ensuite on va aller un petit peu plus profondément dans ce que, Édouard, propose avec, Opal Capital et puis ensuite on verra comment on intègre tout ça dans une stratégie patrimoniale. Ouverture du premier chapitre, je dirais, où se créent, justement les performances, à l'heure actuelle dans ce monde, un peu complexe. Alexandre, ça va être à toi et je dirais la première question, c'est, tu dis souvent que la liquidité n'est plus gratuite et que cela change tout. Comment lies-tu la période actuelle justement pour les investisseurs privés? Compliqué? Oui, merci Eric. Je pense que les choses se complexifient, mais elles se décantent. Donc j'explique. En effet, depuis, le début de cette décennie, en quelque sorte, le marché des fusions-acquisitions a d'abord connu une forme de croissance, un peu dans l'époque post-Covid. Et puis depuis, un ralentissement. Il ne s'est pas arrêté, mais il s'est ralenti. Et même si cette année, depuis le début de l'année, il y a eu un petit rebond, il est très concentré, c'est-à-dire il est dans certaines géographies et surtout dans certains secteurs précis. Hem, Par conséquent, les choses sont plus complexes pour les gérants qui achètent et qui revendent ces sociétés. Par ailleurs, il y a eu évidemment, comme, tu le disais au début, la période de facilité de baisse constante des taux sur 30 ans s'est arrêtée, en 22 de façon claire, et nous sommes entrés dans un nouveau monde. Et donc maintenant, ce qui compte, c'est, la capacité de ces firmes de private equity, des gérants, de piloter, la stratégie des sociétés et surtout leur capacité de transformer les entreprises et rajouter vraiment de la valeur dans la gestion, quotidienne, je dirais, et stratégique aussi de ces entreprises, pour les revendre évidemment avec une plus-value. Et par conséquent, l'écart entre les gérants de premier rang, ce qu'on appelle, en parlant du jargon, le top quartile, c'est-à-dire les 25 meilleurs gérants au monde et les autres, hein, cet écart-là se creuse et on voit bien qu'il y a une sorte de, comment dire? Préférence un peu à la taille, à l'ancienneté et la réputation, et qui fait que, certains s'en sortent beaucoup, beaucoup mieux que d'autres, même dans ce contexte, un peu plus complexe. Par conséquent, les familles, nos clients, nos prospects, doivent adopter une logique d'investisseur de long terme. Il faut qu'ils diversifient par millésime, par zone géographique et par stratégie, et ne pas chercher le timing parfait, ça ne sert à rien. C'est le rythme régulier d'investissement qui compte.
D'accord. Et justement, ce que tu appelles le passing, c'est cette approche systématique d'investissement année après année, c'est-à-dire ne pas, se jeter immédiatement, mais avoir, une stratégie au long cours? C'est exactement ça. En fait, dans ma carrière d'avant où j'étais banquier d'affaires et puis mes clients étaient des gros institutionnels, je les voyais bien à l'œuvre, là-dessus et je comprenais, progressivement pourquoi ils étaient friands de cette classe d'actifs. C'est une classe d'actifs qui, au bout d'un certain temps, s'auto-alimente puisque les flux, si vous avez suffisamment de millésimes avec des fonds anciens et des fonds nouveaux, à un moment donné, les fonds anciens, plus que financent les appels de fonds des fonds nouveaux et donc ça vous crée un cash flow positif, récurrent. Ça, c'est extrêmement intéressant. Une sorte de machine à cash flow en quelque sorte. Et Hem, les alors donc la clé, c'est pour que la machine continue, c'est la bonne sélection et la dispersion des risques et on verra avec Édouard Laurent de Opal, on verra comment c'est possible grâce à justement l'intervention d'acteurs comme eux, et pourquoi nous travaillons ensemble depuis déjà quelque temps. Ces stratégies, ça consiste à créer des fonds nourriciers, ou en anglais feeder funds, pardon pour mmh l'anglicisme. Et ça, c'est quelque chose qu'Opal parmi d'autres, mais nous avons que un nombre très restreint de ces acteurs à qui nous travaillons. D'accord. Merci Alexandre pour je dirais cette remise en contexte. Donc on a, Édouard, bienvenue. On a compris que le private equity n'est plus une affaire simplement d'effet de levier, mais vraiment de création de valeur, réelle. Et comment, en fait, Opal Capital opère dans ce nouveau contexte et justement, sans parler de démocratisation, rend un accès, plus, facile justement pour des fortunes, qui veulent diversifier, leur patrimoine. Merci Eric. En effet, donc Opal Capital, on est une filiale du Tikehau Capital. Le groupe Tikehau Capital, c'est aujourd'hui un des acteurs majeurs en non coté, avec, j'en reparlerai ensuite, une partie importante en dette privée. Euh, la mission d'Opal, c'est justement d'aller sélectionner les fonds qu'on va considérer comme les meilleurs au niveau mondial, en étant on va dire, agnostique sur les fonds de Tikehau en leverageant la plateforme Tikehau Capital. Pourquoi c'est une classe d'actifs qui est intéressante? Alexandre en a parlé rapidement. Euh, le non-coté, si on regarde sur l'ensemble des périodes historiques, on s'aperçoit que c'est la classe d'actifs qui a le plus performé. Mais comme le disait Alexandre, pardon, qui a le plus performé par rapport notamment au côté, par rapport à l'immobilier, par rapport à en fait vraiment à l'ensemble des produits d'investissement qui existent pour les particuliers. Mais comme le disait Alexandre, il y a un sujet dans le non-coté, c'est que ce qui est intéressant, c'est d'aller essayer de chercher les meilleurs fonds de private equity, ceux du premier quartier. Et pour ça, ça veut dire qu'il y a un besoin de sélection qui est particulièrement important sur cette classe d'actifs. Et comme c'est une classe d'actifs qui est entre guillemets, qui est private, comme le dit par définition, ça veut dire qu'il y a un grand nombre d'informations qui n'existent pas sur les marchés, qui sont difficiles d'accès et qu'il faut finalement être un expert de la classe d'actifs pour faire cette sélection. Et donc c'est pour ça qu'en fait Opal on est intégré au sein de Tikeo, c'est pour pouvoir utiliser, leverager toute l'expertise du groupe euh, sur la sélection de fonds de private equity. Aujourd'hui, le groupe Tikeo, c'est 51 milliards sous gestion, dont 23 milliards en dette privée. Et ces 23 milliards en dette privée, à quoi ils servent fondamentalement? En fait, ils servent à financer des fonds de private equity. Et donc, en fait, chez Tikeo, depuis 20 ans, on finance des fonds de private equity. Et qui est le meilleur pour connaître la santé financière d'un client? Bah, pour un client particulier, ça va être son banquier ou son gestionnaire de patrimoine, comme Our Family's Up. Et ben, pour un fonds de private equity, c'est la même chose. Le meilleur pour connaître la santé financière d'un fonds de private equity, c'est celui qui lui prête l'argent, et donc le fonds de dette privée. Donc Opal, on leverage la plateforme Tikeo puisqu'on est détenu par Tikeo. En revanche, on va faire une sélection de fonds en architecture ouverte euh, pour aller essayer de trouver partout dans le monde les fonds qu'on va considérer comme les meilleurs au niveau mondial. Pour ça, Mmh. on a un processus de sélection euh, particulièrement drastique. Eric, si tu vas sur la page suivante, vous voyez que on a regardé quasiment 2500 fonds partout dans le monde. Il y en a 307 qui correspondaient à nos critères d'investissement minimum, 100 sur lesquels on a fait des due deals approfondis, c'est-à-dire qu'on est allé rencontrer toutes les équipes de gérants
partout dans le monde. On a analysé évidemment toute la documentation de la data room. On s'est renseigné parfois auprès de certaines de leurs participations passées pour voir ce qui avait fonctionné, comment ils avaient créé de la valeur, etc. Sur les 111, il y en a 48 qui nous ont particulièrement plu, qu'on a présenté à notre comité stratégique. Notre comité stratégique, c'est le top management de TKO. Mmh. Et sur les 48, il y en a 31 sur lesquels ils ont accepté d'investir les fonds propres de TKO. Et c'est ces 31 que on va retrouver dans notre offre et qu'on va parfois regrouper au sein de multifonds pour pouvoir euh, diversifier l'exposition pour les investisseurs particuliers. Qu'est-ce que ça veut dire si on refait l'histoire par rapport à ce que vous disiez tous les deux, Eric et Alexandre précédemment? Vous parliez d'un monde post-liquidité euh, dans lequel l'argent n'est plus gratuit et dans lesquels finalement les règles ont changé par rapport aux 20 dernières années. Quand on fait un processus de sélection aussi rigoureux, c'est que on veut mettre au cœur de notre offre justement cette mise à jour des critères de sélection du nouveau macrocycle économique, en essayant d'identifier exactement ce qui a fonctionné dans le passé, certes, mais ce qui est reproductible dans les années qui viennent. Et c'est vraiment le cœur de notre travail, avec un point qui est très important, c'est que dans les 31 fonds qu'on sélectionne in fine, on investit nos fonds propres dedans. À peu près 5% des montants qu'on a levés sont investis par nos propres fonds ou par les employés. Ça veut dire que cette sélection, on l'a fait de manière, à nos yeux, la plus précise possible et qu'on y croit véritablement parce qu'on investit dedans pour aligner les intérêts avec les investisseurs finaux. Ça veut dire qu'en fait, pour, screener, sélectionner, évaluer, tous ces fonds pour que, au final, vous en ayez 31, vous avez des équipes à peu près partout dans le monde qui connaissent aussi bien les marchés et aussi bien les fonds, pour, justement pour dire: «Bon, bah, on va être de ceux qui vont vous apporter des fonds et on va aller, trouver des gens pour vous apporter des fonds». Exactement. On va avoir, avec Tikeo, une présence dans 17 pays. D'accord? Et via cette présence dans 17 pays, on a des experts de l'investissement dans les différents pays d'Europe, Amérique et Asie. Et eux sont amenés à rencontrer énormément de fonds et Mmh. vont nous remonter, vont nous remonter ce qu'ils vont considérer comme des pépites et qu'on va intégrer dans notre processus de sélection. Au-delà de ce qui va nous être remonté par les différentes équipes du groupe, on va aussi beaucoup s'appuyer sur notre équipe de sélection en interne qui va qui fait on va dire des screenings particulièrement détaillés du marché. Et Mmh. eux euh, vont nous permettre de rencontrer des gérants qui sont complètement inaccessibles normalement en utilisant en fait le fait qu'on fasse partie d'une plateforme comme Tikeo avec 51 milliards sous gestion. Et donc dans notre offre, on va avoir accès aux plus grands noms du private equity mondial Mmh. qui sont normalement accessibles à partir de tickets de 10 millions, 15 millions, voire 100 millions d'euros pour certains. Donc évidemment, le nombre d'investisseurs particuliers qui ont accès est significativement réduit. D'accord. Alors justement, voyons peut-être encore plus en détail, une fois que vous avez fait cette sélection, finalement, quels sont les accès que vous donnez? Quel est le ticket d'entrée? Donc je suppose que ça fait partie du slide, suivant. Oui, normalement. En fait, D'accord. ouais, ce à quoi on arrive, in fine, dans notre offre, c'est plusieurs fonds qui sont chacun disponibles à partir de 100 000 euros. Mmh. Donc, on réduit le ticket d'entrée puisque chacun des fonds qu'on va sélectionner a un ticket d'entrée, comme je disais, compris entre 1 million, mais la moyenne est plutôt à 10, et ça peut monter jusqu'à 100 millions d'euros. Donc là, tous nos véhicules sont disponibles à partir de 100 000 euros via nos partenaires comme Our Families Hub. Le but de nos partenaires, c'est d'aller identifier je vais entrer dans le détail des produits, mais le but de passer par des partenaires, c'est que les family office, les gestionnaires de patrimoine ont la connaissance complète, la vision complète des clients pour savoir exactement dans notre offre comment l'allouer au mieux par rapport aux besoins de leurs clients. Vous voyez que on a 5 produits disponibles. Et c'est les 5 boxes vertes que vous voyez sur la slide.
plus on va à droite, plus le risque estimé est élevé, plus on monte, plus le rendement cible est élevé. Et donc, vous voyez qu'on va essayer de construire une offre qui a les mêmes, entre guillemets, couple rendement-risque, mais en revanche, donc le même ratio rendement sur risque, mais en revanche, des niveaux de rendement et de risque différents pour que justement vos conseillers financiers puissent puissent vous allouer et vous faire une allocation en non-coté avec des produits diversifiés ayant des couples rendement-risque différents. En termes de produits, ce qu'on a, c'est qu'on va avoir un fonds de dette privée senior tout en bas à gauche, Direct Lending. Les trois fonds qui sont en sous-jacent là-dessus, sur cette stratégie, sont Ares, Blackstone et Tikeo Capital. Et sur ce produit, on va viser à peu près 9% de TRI net et une exposition 100% Europe sur 170 entreprises en sous-jacent. Ensuite, on a un fonds de crédit tactique. On est toujours sur de la dette, mais cette fois-ci, on est sur la dette privée sur mesure. Donc avec des fonds qui vont trouver enfin, qui vont définir des financements pour des entreprises qui ont des besoins urgents ou complexes de liquidité. On n'est pas sur de la distress debt, on n'est pas sur des entreprises dont le business model est compliqué, enfin, le business model n'est pas solvable plutôt. Là, on est sur des entreprises tout à fait rentables. Et comme tu l'as dit, Eric, en introduction, toutes toutes les stratégies sont sur des business models rentables. On n'est pas du tout sur des paris de business model. Donc dans le crédit tactique, on a sélectionné Il y a une 3 fonds. certitude de remboursement. Il y a une certitude de remboursement, sur ces éléments-là, Alors qui est plus grande que sur de la start-up, oui, on va le dire. tout à alors sur de la dette évidemment, sur de la, de l'equity dont on parlera après, aussi. Alors je précise tout de même qu'on est sur des produits qui ont des risques de perte en capital et de liquidité. Mmh. Donc, on va dire qu'il n'y a pas de certitude du rendement. Il y a toujours un risque, évidemment. En revanche, le but via notre sélection, le fait qu'on sélectionne 1% des fonds, euh, c'est vraiment pour se dire qu'on pense avoir sélectionné au sein de la stratégie les meilleurs fonds en question. Et donc, D'accord. il y a évidemment pas de certitude il n'y a pas une certitude de remboursement, il n'y a pas une certitude de rendement. En revanche, on estime avoir fait le travail de manière la plus rigoureuse qui soit pour pouvoir atteindre les performances de rendement cible. Dans le crédit tactique, les trois fonds qu'on a sélectionnés sont Bridgepoint, Blackstone et Neuberger Berman. Donc ça, c'était les deux stratégies en dette privée. Ensuite, on a trois stratégies en equity, donc en capital, une Mmh. stratégie de secondaire qui est pourquoi elle est quasiment proche du crédit tactique en termes de risque sur l'axe horizontal, c'est que le secondaire, il y a plus de 8000 entreprises en sous-jacent dans notre. Donc on est extrêmement diversifié, euh, une exposition partout dans le monde, différentes tailles d'entreprises, différents secteurs, etc. Et là, les trois gérants qu'on a sélectionnés sont Lexington Partners, Goldman Sachs et Morgan Stanley. Trois plateformes mondiales reconnues avec des track records compris entre 25 et 30 ans, ce qui rend assez robuste la stratégie et un produit particulièrement cœur de portefeuille. Ensuite, on a un fonds de co-investissement diversifié. On est un peu plus risqué parce qu'on est sur 250 entreprises en sous-jacent. Là, les trois gérants sont Alpinvest, qui est la filiale de Carlyle en co-investissement et en secondaire. Ensuite, on a Lexington Partners et on a LGT. Je précise que vous voyez parfois les mêmes logos, mais ce sont des fonds différents. Ça peut être le même gérant, mais qui va avoir des stratégies et des fonds différents. Là, on va viser 17% de TRI net. Et enfin, on a des stratégies de cross buyout. Là, on a mis plusieurs logos, mais en fait, on va être sur des feeders qui vont être à chaque fois, spécialisés en termes de secteur. Et sur cette stratégie de cross buyout, on va viser à peu près 20% de TRI net. Donc, on est significativement plus élevé. En revanche, on est sur une concentration plus importante. Il va y avoir une vingtaine d'entreprises en sous-jacent dans les fonds, et d'où le fait que ça soit un peu plus risqué. Là, pour vous donner un exemple, peut-être, euh, Kinsight Capital. Donc, j'imagine que pour un certain nombre d'entre vous, par rapport au logo précédent de Goldman Sachs, Blackstone ou Morgan Stanley, c'est beaucoup moins connu, Kinsight Capital. En revanche, si c'est peu connu, si c'est moins connu, c'est pour des très bonnes raisons. Kinsight, c'est l'ancienne équipe de Rothschild. Ils lèvent leur 7e millésime, donc ils ont plus de 25 ans de track record. Euh, Ils sont pas connus pourquoi? Parce que sur leur
en moyenne, sur toutes leurs performances précédentes, ils ont fait un multiple de 3,5 fois brut et un TRI de 36% brut sur toutes leurs sorties. Mmh. Et donc, ça veut dire que sur tous leurs millésimes précédents, tous les investisseurs quasiment remettent au pot à chaque fois. Et donc, ils n'ont pas besoin de lever d'argent. Ils sont sursouscrits. Et donc, comme ils sont sursouscrits, ils vont pas faire de pub pour dire venez investir chez moi. Et donc, grâce à ça, grâce à grâce à leur performance passée, en fait, ils restent, on va dire, ils restent sous les radars. En revanche, leur performance passée, elle nous paraît reproductible parce qu'ils ont mis peu d'effets de levier, c'est-à-dire qu'ils ont mis peu de dettes quand ils ont acheté les entreprises. Ils ont vraiment fait de la création de valeur opérationnelle euh, pour euh, pour développer leurs entreprises. Ils ont développé un sourcing propriétaire dans des sous-segments de la tech, dans des sous-segments de la santé. Donc, ils disent pas qu'ils sont tech et santé, ils vont suivre, ils vont être spécialistes des logiciels de conformité bancaire. Et par exemple, un secteur particulièrement résilient avec des barrières à l'entrée très élevées. Et quand ils sont spécialistes de sous-secteur, ils vont les consolider, essayer de racheter toutes les entreprises du sous-secteur en question pour faire des leaders mondiaux des sous-secteurs en question. Et ça nous paraît particulièrement reproductible comme stratégie d'investissement. Et c'est pour ça qu'on va le proposer dans une stratégie de post-payout. Voilà D'accord. pour donner un peu l'overview des différents produits qui sont disponibles, chacun à partir de 100 000 euros. Alors en fait, en résumé, il y a un gros travail de sélection initiale. Ensuite, c'est répartir des fonds finalement sur un nombre de partenaires qui ont déjà un track record, très intéressant. Mais cette répartition, en fait, finalement, elle répartit aussi le risque et derrière, en fait, il y a un nombre de sous-jacents qui est aussi assez grand, qui répartit encore plus le risque. Dans un continuum de TRI qui va, on va dire, un peu en dessous, de 10 à quasiment, 20. Il reste en fait un dernier sujet parce que certes, c'est intéressant le ticket d'entrée, on ne parle pas de 100 millions, mais on parle de 100 000. Mais il y a tout de même un sujet qui est, OK, profil de risque, diversifié, mais il y a aussi la question de la liquidité. Est-ce qu'il y a là, on parlait risque TRI, mais il y a peut-être un dernier axe, c'est est-ce qu'il y a une différence, de liquidité en fonction des produits, que vous pouvez avoir? Et est-ce qu'elle est sensible? C'est une très bonne question. En effet, on est sur des produits illiquides et en fait, euh, le private equity, à la différence de d'autres classes d'actifs, c'est pas liquide, puisque un fonds de private equity, ce qu'il fait, c'est que il va collecter de l'argent auprès d'investisseurs. L'équipe de gérants du fonds va collecter de l'argent auprès d'investisseurs. Elle va avoir en moyenne 5 ans pour investir, ce qui lui permet d'acheter souvent au bon moment, parce que les crises ont duré entre 2 et 3 ans historiquement. Donc 5 ans pour investir, ça vous permet souvent d'acheter au bon moment. Et vous avez aussi 5 ans pour désinvestir parce que le but, c'est de garder 5 ans les entreprises en question. Donc, ce que vous avez acheté en année 1, le but, c'est de le revendre en année 6. Ce que vous avez acheté en année 5, le but, c'est de revendre en année 10. Et donc, ça permet d'acheter au bon moment, de sortir au bon moment. Donc, on est sur des produits par essence illiquides. Le fonds a besoin de temps pour développer les entreprises et c'est aussi ce côté illiquide qui va permettre une surperformance c'est une des raisons qui explique la surperformance de la classe d'actifs par rapport à d'autres. En revanche, au sein du non coté, il y a en effet différentes stratégies, c'est celles qui sont ici, qui peuvent avoir des maturités différentes. Et donc, pour répondre spécifiquement à ta question, Eric, dans les fonds qu'on propose, par exemple, le fonds de direct lending, donc de dette privée senior, on va être sur un fonds qui dure 6 ans. Mmh. La maturité, elle dure 6 ans. Et tout est appelé, donc 100% du montant engagé est appelé à la souscription. On verse des distributions et ensuite, donc des distributions semestrielles, et ensuite, l'investisseur est remboursé normalement au bout de 6 ans. Le crédit tactique et tous les fonds qui vont suivre, on est, tout n'est pas appelé au moment de la souscription. On procède par appel de fonds. Donc sur le crédit tactique, c'est des appels de fonds qui vont durer 3 ans. Sur les autres, ça peut être un peu, sur les secondaires co-investissement et gross buyout, ça peut être un peu plus long. Et donc si vous engagez à mettre 100 000 euros par exemple, eh bien on va vous appeler un tiers, un tiers, un tiers sur les 3 premières années. Et de la même manière, on va vous rembourser
au fur et à mesure des années qui suivent, et donc tout n'est pas remboursé à la fin. Et donc, D'accord. là-dessus, vous avez chez Families Up le détail, des flux de trésorerie et j'imagine qu'Alexandre en parlera après, de comment on combine, tous les flux de trésorerie, de l'allocation pour obtenir, on va dire, le meilleur produit en fonction des besoins de l'investisseur. Heu, Désolé, j'ai un petit peu digressé. Donc direct lending, ça dure 6 ans. Crédit tactique, ça dure 8 ans. Secondaire, co-investissement et gross buyout, ça dure 10 ans. Mais Avec des mais appels de fonds successifs et des distributions successives pour les 4 du haut. oui, ça veut dire il y a pas réellement d'effet tunnel. Il y a quand même, à part peut-être, sur le premier, mais, sur les autres, en fait, il y a un effet, progressif de décaissement et un effet progressif de réencaissement, si on peut le dire comme ça. Alors Exactement. effectivement, dans tous les travaux qu'on a fait ensemble et dans la définition des stratégies qu'on pouvait avoir, de diversification du patrimoine, avec Alexandre, il y a un travail depuis un certain temps, justement sur ce sujet. Peut-être que c'est le moment, justement de voir avec Alexandre Mmh. comment, en fait, avec ces produits qui apparaissent, où le ticket d'entrée, heu, reste raisonnable par rapport à des institutionnels qui peuvent aller, sur des dizaines, voire des centaines de millions, d'euros. Hem et justement avec, en gros ce couple, enfin ce trouble je dirais, rendement, liquidité, risque, Mmh. comment en fait on intègre tout ça dans une stratégie patrimoniale? Ça ne fait que pas la partie private equity est une partie de la stratégie patrimoniale. Exactement, exactement. Ce n'est qu'une partie, mais c'est une partie importante. En fait, on recadrant un peu, voilà, dans le patrimoine d'un client, d'une famille, qui nous fait confiance, il y a plusieurs classes d'actifs. Certaines qui ne produisent pas un rendement du tout, c'est-à-dire des œuvres d'art, des automobiles, de l'or, pourquoi pas, et cetera, et cetera. Et d'autres qui produisent un rendement, de l'immobilier qui est locatif ou des portefeuilles, soit d'entreprises cotées ou de fonds qui investissent dans du coté ou du liquide. Ça, c'est important aussi parce que c'est la trésorerie, en quelque sorte, de la famille, qui est accessible à tout moment. Et à côté de ça, justement, nous avons cette brique dont on parle aujourd'hui, qui est une brique de private equity. Euh, donc, évidemment, chaque famille, chaque personne, chaque client, chaque prospect est différent. Ça, c'est la clé de tout. Et c'est notre job de nous assurer que ce qu'on lui propose sur cette dimension est évidemment en lien avec tout le reste et avec ses objectifs à long terme, à la fois de sa propre priorité et aussi de transmission, comme tu disais au début. Alors, la première chose que nous devons faire, c'est d'expliquer aux clients justement exactement de quoi il s'agit, parce que il y a effectivement dans cette approche private equity, nous disions donc que il y a effectivement une période d'investissement, une période de désinvestissement. Donc, ça veut dire que les retours sur investissement se passent dans la durée longue. Il y a donc deux grands inconvénients, hein. On en a parlé déjà plusieurs fois, Edouard l'a mentionné. D'un côté, c'est le risque, et de l'autre côté, la liquidité, ou plutôt l'illiquidité en l'occurrence, si on prend les produits à part. Alors, pourquoi nous devons expliquer ça? Parce que, bien faire comprendre qu'ils sont réels, c'est absolument une évidence. D'ailleurs, il n'y aurait pas de rendement s'il n'y avait pas du risque embarqué. Ils sont bien réels, mais ils sont gérés et gérables. Alors là, le risque spécifique des entreprises, le risque d'entreprise est géré par la dispersion de ce risque. Et comme disait Edouard tout à l'heure, il y a certains fonds sous-jacents qui ont 8000 lignes. Bon, la plupart ont entre 20 et 100, on va dire, mais donc là, en moyenne, ils en ont beaucoup. Prenons quelqu'un qui investit tous les ans de façon un peu systématique, hein, on en parle, dans plusieurs de ces fonds feeders, c'est-à-dire une stratégie chaque année de plusieurs fois 100 000 euros sur ce type d'investissement. Eh bien, au bout des 10 ans du cycle d'investissement, ils se retrouvent avec un nombre assez grand de fonds feeders. Ces fonds feeders, parfois, on peut même, voilà, merci, c'est exactement cette slide qui explique cela. Le client va investir dans un fonds qui donc est le feeder, par exemple, en l'occurrence d'Opal Capital, un des feeders qu'on a vu tout à l'heure, hein, dette ou secondaire ou growth buyout, par exemple. Mais ce fonds, à son tour,
investit dans peut-être plusieurs fonds primaires, et chacun de ces fonds primaires vont faire des dizaines et des dizaines de lignes. Et donc, euh, au bout de 10 ans, on va se retrouver avec des milliers de lignes en portefeuille. Ça, évidemment, c'est clair que le risque spécifique d'une entreprise à un moment rencontrant un problème, de surcroît, c'est des entreprises matures, avec des clients, avec des cash flows et avec de la vraie croissance, c'est extrêmement difficile de s'imaginer que un nombre significatif des entreprises aurait en même temps des difficultés, ce qui rendrait la rentabilité d'opération tout à coup différente de ce qui était prévu. Il y a une sorte de force de rappel, de force centrifuge en quelque sorte, qui fait que si on s'attendait à un taux de retour sur investissement moyen de toute cette stratégie qui est quelque part entre 16% et 17%, eh bien, il va peut-être fluctuer un peu à la hausse, à la baisse suivant les années, mais il ne va pas fluctuer considérablement. Et donc, on ne prend pas de risque de binaire, on ne fait pas des paris en faisant cette stratégie, et ça vient vraiment de la diversification. Et donc, nous, notre job, c'est de calibrer la part du non-côté par rapport au reste. C'est de sélectionner les feeders, bien sûr, pour qu'ils soient adaptés à une stratégie précise. Suivre les cash flows, les appels de fonds de tous ces fonds. Évidemment, au bout d'un certain temps, si vous en avez beaucoup, comme je disais, vous allez avoir un peu quelque chose qui administrativement est complexe. Donc ça, c'est à nous d'organiser que cette complexité soit gérée. Euh, et aussi, et peut-être surtout, intégrer aussi cette approche dans une logique de transmission, car il est possible de financer temporairement la montée en puissance de véhicules dédiés à une transmission et qui, au bout d'un certain temps, deviennent autonomes. Et c'est bien l'intérêt, comme on disait, de cette stratégie. Voilà, en fait, pour simplifier, on parle d'un fabricant de tissus, en quelque sorte, de très grande qualité. Nous, nous Mmh. sommes des tailleurs sur mesure. Donc, nous prenons ces divers tissus et nous en faisons avec le reste du patrimoine de nos clients. Nous faisons un costume sur mesure qui répond à leur morphologie et à leur style et à leurs souhaits. Voilà en un mot comment tout ça fonctionne ensemble. Alors c'est l'image est très intéressante, et en fait, en fait, on est le costumier, c'est-à-dire que là, on fait les costumes à partir des tissus sélectionnés par la partie, gestion de private equity. Après, il y a d'autres tissus. On l'a vu, sur notre webinaire, crypto ou sur de l'assurance vie, ce genre de choses. Mais justement, comment, en fait, en termes de flux, ça peut se matérialiser? Alors, je sais que tu avais monté une sorte de simulateur. Si tu veux, ce simulateur-là qui justement, permet d'une certaine manière d'atténuer Mmh. les effets Exact. de l'illiquidité temporaire. Non, tout Donc, à fait. Tout à fait. le Alors, graphique est intéressant et complexe, donc, je te je laisse l'expliquer. je vais de l'expliquer simplement. Alors effectivement, je parle ici d'un troisième effet indésirable, mais j'ai oublié de parler des deux premiers. Donc, reviens s'il te plaît sur la slide d'avant. Euh, D'accord. les deux premiers effets désirables sont bien sûr la dispersion des risques, non ça j'en ai parlé, mais l'autre, c'est l'alignement d'intérêts. Alors on en a parlé un tout petit peu au début, Edouard parlait du fait que les équipes de Tikeo investissent elles-mêmes dans les fonds feeders qu'ils fabriquent. Les équipes, les gérants sous-jacents primaires eux-mêmes investissent. D'abord, eux, ils ont quelque chose en plus, c'est qu'ils ont ce qui s'appelle le carried interest, c'est-à-dire qu'ils ont 20% de la plus-value qu'ils génèrent. Et elle est pour eux personnellement, en tant qu'individu privé, ce qui évidemment est considérable. Et donc, l'ensemble de ces choses font qu'il y a un alignement d'intérêts. Et il faut savoir que les sociétés qui, ici, par exemple, sont en participation A1, A2, A3, que je schématise, par exemple, pour le fonds primaire A, chacun des dirigeants, toutes les équipes dirigeantes de ces entreprises qui sont sous private equity, si j'ose dire, ainsi dans un portefeuille de private equity, ces équipes-là sont très incentivisées à créer de la valeur et à développer leur société. C'est-à-dire que si le gérant fait une énorme plus-value, ces équipes vont recevoir aussi beaucoup d'argent. Et donc, de l'entrepreneur de chacune des milliers de lignes que vous avez en portefeuille en année 10 et suivante, de l'entrepreneur en passant par le gérant qui gère cette entreprise, par Opal qui fabrique le feeder et par nous-mêmes qui l'avons fait sur mesure pour le client,
tous ces gens-là sont leurs intérêts sont extrêmement alignés et cet alignement d'intérêts est véritablement, un élément absolument clé de succès. En discutant avec Edouard récemment, il nous disait que c'est peut-être je le laisse, parler là-dessus, sur le à quel point ce critère-là est important dans la sélection. Oui, tout à fait. En fait, au c'est important dans la sélection et en fait, c'est un des fondamentaux de, la surperformance du nombre coté dont on a parlé précédemment par rapport au coté. En fait, le fait que, la personne qui prenne des décisions au jour le jour dans l'entreprise ait les mêmes intérêts que l'équipe de gérants du fonds de private equity, que les investisseurs dans le fonds de private equity en question, fait que tout le monde sur la chaîne de valeur et sur la chaîne de décision a le même intérêt, un intérêt aligné avec l'investisseur final. Et ça, c'est de fait générateur de valeur pour les investisseurs. Et c'est une des raisons pour lesquelles le, le private equity surperforme. L'investisseur final a les mêmes intérêts que celui qui prend des décisions au jour le jour dans l'entreprise. OK, merci. Donc si on passe à la slide d'après, justement, le troisième effet désirable, est Enfin, c'est celui que je préfère. non, j'aime bien un peu de suspense. Troi 3e effet désirable, c'est la constitution d'une rente, en fait, annuelle, très significative, qui peut se prolonger autant qu'on le souhaite. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que on voit bien si on se met à investir, l'exemple qu'on prend ici, c'est quelqu'un qui se dit, parce qu'il a un patrimoine significatif, se dit: «Je peux souscrire tous les ans pour 1 million d'euros de ces feeder funds», d'Opal ou 2 autres acteurs avec qui nous travaillons. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que chaque année, il va investir dans 10 feeder funds. Euh, Au bout de 10 ans, il va donc avoir au portefeuille 100. À partir de l'année 11, vu que les fonds s'auto-liquident au bout de 10 ans, enfin en théorie, après ça peut fluctuer un peu, mais bon, on va simplifier. Disons 10 ans. Au bout de 10 ans, ils s'auto-liquident et donc les 10 qui sont souscrits en année 11 remplacent les 10 qui avaient été souscrits en année 1. Et donc après, dans le temps, on continue à avoir tout le temps 100 feed-up dans ce portefeuille, à supposer qu'on ne le fasse pas évoluer en taille par la suite. Mais bon, euh, qu'est-ce qui va se passer? Les premiers 4-5 ans, on va avoir des appels de fonds de tous les fonds qu'on souscrit. Soit en année 1, 2, 3, 4. Ben, c'est un peu les bébés qui sont, comment dire, qui ont faim. Et il faut les nourrir. Il faut leur donner les fonds qui vont leur permettre d'acheter les actifs qu'ensuite ils vont transformer. Et par conséquent, on voit bien ici les bâtonnets roses. C'est quelque chose, par exemple, pour 100 millions, on va devoir décaisser 160 000 euros la première année, 460, quelque chose comme ça la deuxième année, 600, ça devient de pire en pire. Et à un moment donné, ça atteint le maximum qui est de 737 000 euros par an. Donc tous les ans, on va faire un chèque de 737, enfin plein de chèques, mais dont la somme fait 737 000 euros par an. En revanche, c'est la ligne verte, à partir de l'année 5, on voit apparaître des retours. Tout ça, c'est une moyenne de pas mal de fonds, hein. Donc là, on parle de moyenne de plusieurs des stratégies que Laurent avait montrées sur la ligne tout à l'heure, risque-rendement. Donc là, il y a un blend de beaucoup de risques de rendement. Dans le TRI moyen, c'est 16%. Et le multiple moyen, c'est 2 et quelques. Okay, ce chiffre est important, le multiple. Le multiple, c'est les sommes qui reviennent par rapport aux sommes qui ont été appelées. Et donc, ici, on voit que la ligne verte, donc des sommes qui du coup rentrent chaque année, augmente très vite et elle atteint, au bout du cycle des 10 ans, elle atteint en l'occurrence 1 858 000 euros. Et par conséquent, à partir de là, tous les ans, je vais voir plein de chèques ou plein de virements qui vont me rapporter 1 858 et plein de chèques qui vont me coûter 737. Le net des deux, c'est 1 121 000 euros. Et cette somme-là va être un revenu récurrent qui va en fluctuer un tout petit peu, bien évidemment, dans la vie réelle, mais qui va pas tellement s'éloigner de cette somme-là et qui va venir après tous les frais de tout le monde, c'est-à-dire des fonds, d'Opal, de nous, de tout. Après tous les frais, c'est cette somme-là qu'on voit ici. Et bien, elle est juste avant impôt, bien sûr, parce que c'est un revenu. Euh, et ça, évidemment, si on peut faire ça pour ses enfants, même si ça prend 10 ans pour lancer des véhicules d'investissement, eh bien, on voit que ça peut les rendre autonomes pour un certain temps. D'accord, et ça s'intègre dans une stratégie globale patrimoniale et ce sera peut-être, je dirais
un peu le mot de la fin sur, ce que l'on peut faire avec le private, equity. C'est quoi ta recommandation, Alexandre, sur, gérer un patrimoine de 100? Combien on peut allouer à cette stratégie? C'est une très bonne question, mais je vais faire une réponse un peu un peu Ça évitante dépend. parce que ça dépend. Ça dépend du client, ça dépend du client énormément. Ici, on voit qu'il y a grosso modo 3 éléments importants. Le premier, c'est que si je fais la somme de la partie qui est négative, enfin, qui est négative au début, là, pendant les 5 premières années, on voit qu'on atteint pas loin de 3 millions. Si je fais la somme des bâtonnets bleus, ou d'ailleurs bleu ou rose, parce que c'est les mêmes, de l'année zéro au moment où ça redevient positif, ça fait à peu près 3 millions d'euros. Donc ça veut dire quand même qu'à un moment donné, j'ai été capable pendant ces années-là de me dessaisir, de faire une sorte de prêt à moi-même de ces 3 millions d'euros que j'ai injecté dans quelque chose qui crée de la valeur. Là, on regarde que les cash flows, bien sûr, la trésorerie. Mmh. En réalité, dès la première année, ces fonds vont créer de la valeur dès la première année. Simplement, elle n'est pas extériorisée en cash flow. Et donc, j'ai investi ces 3 millions dans la mise en place du dispositif, mais on voit bien que puisque ça redevient positif ici en l'année 2031, comme apportant de 2025-2031, en l'année 6-7 en fait, en réalité, ça redevient positif. Ça veut dire que j'ai récupéré la somme auparavant. Euh, en fait, je vais la récupérer si je fais la somme de tous les bâtonnets. En réalité, je vais la récupérer en intégralité à la fin du cycle. Donc là, j'ai récupéré tout l'argent que j'ai injecté. Simplement, ça commence à redevenir, à baisser à partir de l'année 6. Mais je récupère les 3 millions à partir de la fin du cycle. Et à partir de Mmh. là, ce portefeuille est autonome puisqu'il s'autofinance. Donc, ça dépend de la capacité de faire cette espèce d'immobilisation de capitaux pendant un certain temps, premièrement. Deuxièmement, ça dépend aussi des revenus de ce client. Si le client a des revenus réguliers qui peuvent financer cette montée en puissance, le problème se pose beaucoup moins. Donc, on peut évidemment viser des montants supérieurs. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Donc, je n'ai pas de réponse one size fits all. Nous faisons du sur-mesure. En gros, c'est en ayant sort en considérant le besoin pour vivre ou Mhm. le besoin pour, des opportunités exceptionnelles, par exemple de l'immobilier où il faudrait mobiliser de l'argent. Il faut juste se dire: «Bah, pendant 5 ans ou 6 ans, Ouais, si je veux avoir ce genre de retour-là, il faut que je sois capable d'aller mobiliser 3 millions qui ne se feront pas année 1, mais qui se feront au cours du temps». exact. Donc il y a peut-être d'autres stratégies parallèles, justement, pour aller libérer des fonds d'autres choses qui peuvent aller, alimenter ici. Absolument. Absolument. Eh ben, merci beaucoup Alexandre, merci Édouard aussi. Je pense qu'on arrive, à la conclusion de ce webinaire. Donc, private equity, c'est pas une affaire d'opportunité, parce qu'on le voit, c'est quand même au long cours, mais c'est une vraie brique qui peut être structurante dans un patrimoine moderne. On va dire, c'est entre peut-être de l'assurance vie et de l'immobilier, mais avec un rendement, particulier. C'est quand même une brique qui permet de diversifier. Quand on voit justement, quand on travaille avec, les feeder funds, tous les sous-jacents qui sont, derrière. Et puis en fait, quand on pense à tous les sous-jacents qui sont derrière, on est réellement en prise avec la croissance des entreprises, donc la croissance réelle des entreprises, parce que c'est ça qui crée, la valeur, future. Et dans ce que tu disais aussi Alexandre, c'est on peut le mettre dans la stratégie, d'une famille, sur, la transmission, d'actifs, productifs, Mhm. je dirais de transmettre, pour les générations, futures, d'une famille, quoi. Donc, Parfait. pour ceux qui ont été, jusqu'au bout de ce webinaire, heu n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou en nous envoyant un message, on y répondra, de manière, personnalisée.
Heu, Si vous voulez même aller encore plus loin, on peut faire un petit diagnostic personnalisé, en 30-40, 45 minutes, avec nos équipes et avec les équipes, d'Opale Capital. Justement pour comprendre, comment on structure son portefeuille, comment on fabrique, cette, cette stratégie. Donc merci à toutes et à tous, pour votre attention. Rendez-vous bientôt pour le prochain podcast. Heu, à bientôt et merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup.